Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. On se retrouve pour débriefer ce match 3 entre OKC et Dallas. Et effectivement, je ne dis pas que je suis très heureux de vous retrouver parce que ce n'est pas vraiment le cas. Je suis heureux de vous retrouver, mais je ne suis pas spécialement heureux de parler et de débriefer ce match. Mais bon, contrairement aux hommes politiques, on tient nos engagements à We Are Thunder France. Donc, on va débriefer tous les matchs de playoff. Et puis après, on débriefera le 4. Puis après, on débriefera juste au match, jusqu'au match 5. Et puis après, ah bah, il n'y aura plus rien à débriefer. Non, mais blague à part, je suis quand même heureux de vous retrouver pour parler de ce match. Et je suis accompagné de Charlélie. Charlélie qui est dans un Airbnb du côté du pays de Giannis Antetokounmpo. Donc, il est possible que vous entendiez certains bruits. On va essayer de faire un petit peu au mieux. Toujours est-il que Charlie, Pierre m'avait posé la question en disant que j'étais un peu moins content d'être là pour le match 2 que pour le match 1. Comment vas-tu après ce match 3? Écoute, je suis tout de même content de vous retrouver, mais c'est sûr que l'ambiance a été meilleure. L'ambiance a été meilleure au sein de ce podcast. Première fois qu'on est mené dans une série de playoffs. Donc bon, Tout forcément, à fait. on tire un peu la gueule. Mais bon, quand même content de débriefer tout ça avec vous, en espérant qu'il y aura encore beaucoup plus de podcasts que seulement deux de plus après celui-là. Ah, il y en aura deux, pas plus. Non, Il y non, en mais aura toujours plus. est-il que. Il y en aura plus. Ouais, Je tiens mon pronostic qui est de 4-2, souvenez-vous. Je ouais, il y en pronostiqué a. Ah, 4-0 pour les Pens. il Je y en suis le aura peut-être. devin du groupe. Oui, c'est vrai que tu es le devin du trou. Mais est-ce que tu avais pronostiqué 2-1 Dallas? C'est ça le. Non, 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 je Voilà. m'attendais pas à ça. Voilà. Je m'attendais pas à ça. Mais bon, aussi on en reparlera, mais là on fait deux matchs d'affilée qu'on peut prendre et on les prend pas. Donc, Oui. C'est pour qu'est-ce que ça je que peux je faire dis avec ça? que Qu'est-ce que je peux faire Il y avec ça? aura, il y aura pas beaucoup de débriefs restants de podcast. Mais bref, je prends déjà le. Là, vous avez vu, là, j'étais plutôt positif, on va dire, ces derniers mois. Là, c'est full pessimiste, hein, je vous préviens tout de suite. Ne soyez pas surpris, c'est pas parce que je présente que je deviens optimiste. Rapide résumé de ce match, défaite 105-101 d'OKC dans ce match 3 à Dallas. Premier carton, une nouvelle fois horrible, puisque OKC, lors du premier temps mort de Mark Genolt, du premier challenge, pardon, cramé par Mark Genolt au bout de 3 minutes 30 de jeu, se retrouve mené 13-5 à premier carton de poussin. On va être très honnête, au niveau des erreurs commises par OKC, pas d'adresse à 3 points, 7 rebonds offensifs laissés aux Mavs. 7 rebonds offensifs laissés aux Mavs. 3 pertes de balles, dont des passes sur transition qui sont manquées, dont des situations où tu fais une passe dans le corner. Non, ça c'est dans le deuxième carton, excusez-moi. Des situations où fait des passes dans le corner à Zaya Joe, le ballon lui passe entre les jambes. Bref, beaucoup d'erreurs. Début de match pas forcément évident. Je sais qu'il tente pas beaucoup de tirs non plus. La soirée semblait mal débutée et OKC est plutôt revenu en fin de carton avec ses remplaçants, notamment grâce à Zaya Joe qui a mis un 3 points, grâce à Shea qui a mis un 3 points aussi. Donc voilà, finalement, premier carton plutôt bien payé pour OKC qui se termine à 23-26 avec justement ce 3 points au buzzer d'Isaiah Joe. Deuxième carton un peu plus équilibré. OKC va même prendre l'avantage en début de carton sur les minutes sanchées. Ça a été un élément plutôt positif jusqu'à un certain point en tout cas. Puis finalement, Dallas vient bien revenir dans la lignée d'un nouveau PJ Washington game. Ça s'échange un petit peu les paniers sur ce second carton, mais OKC parvient à être devant à la mi-temps avec un 3 points à nouveau d'Isaiah Joe dans le corner au buzzer, ce qui permet à OKC d'être devant 52-51 à la mi-temps. Et là, on passe au moment qui nous a, je pense, le plus frustré. Vous pouvez faire un petit peu le copier-coller aussi de ce qu'on avait dit sur le Game 2, c'est que OKC revient très bien de la mi-temps sur le troisième quart-temps. OKC va même coller à 11-0 à Dallas pour passer à plus 10, 65-55, avec un alley-oop de Josh Giddey pour Jalen Williams sur transition. On se dit, ça y est, c'est le moment où OKC a retenu la leçon du Game 2, va continuer d'appuyer sur l'accélérateur et va définitivement prendre l'avantage sur ce match 3. Bah, pas du tout, puisque contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est le moment où Casey décide d'à nouveau bafouer son basketball comme au Game 2 et de se manger à 16-0 des Mavs, un petit peu dans la lignée du 27-10 qu'on avait encaissé lors du match 2, avec Kyrie Irving qui met des 3 points, PJ Washington qui met des 3 points, Luka qui commence à se mettre un petit peu dedans, Josh Green aussi. Donc, scénario une nouvelle fois catastrophique pour OKC, d'autant plus que c'est le moment où Jalen Williams, suite à un contact avec Josh Green, semble se faire mal à la cheville, ce qui donne d'ailleurs un 3 points de Kyrie Irving. Les Mavs, ils ont vu un homme à terre, ils étaient en mode on joue, c'est pas grave, on continue d'attaquer. Donc voilà, carton assez difficile qui se termine en plus sur une très mauvaise défense de Gordon Hayward et ou de Chet Holmgren qui donne un 3 points wide open à Tim Hardaway Jr.
pour que les Mavs prennent 4 points d'avance, 78-82. Et le quatrième quart où OKC s'accroche, mais OKC a des opportunités de revenir dans le match. Il y a du hack sur Derek Lively, mais finalement, une passe interceptée de Luka Doncic qui était à destination de Lugensdort envoyé par Isaiah Joe et un step back loupé à 3 points de Shai Gilgeous-Alexander auront eu raison de ce match, en tout cas auront eu raison du Thunder. Victoire donc de Dallas. Charles Lee, je pense que mon débrief a été déjà a donné un peu le ton un peu salé de ce match 3. Je vais te demander un petit peu ton ressenti. Je pense que comme moi, il y a beaucoup de frustration sur ce match 3 où même si Dallas semblait être une meilleure équipe et méritait globalement sa victoire, il y avait peut-être une opportunité à saisir. Ouais, résumé très complet de ta part, merci. Mais ouais, complètement frustré et déçu parce qu'en fait, on a un petit peu à faire un remake du Game 2, sauf que là, les Mavs mettent moins dedans. Et on n'arrive quand même pas à prendre le match. Mais ouais, j'ai quand même trouvé que les Mavs ont mieux joué que nous, ont mieux exécuté, que ce soit en attaque comme en défense finalement. Ils ont beaucoup plus trouvé les solutions, ils n'ont pas paniqué quand ils étaient devant, quand ils étaient menés de 10 points. Donc ouais, assez déçu de ça, surtout que, comme tu l'as dit, oui, ils ont bien joué, mais il y avait vraiment moyen de faire le hold-up et de prendre ce match parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le match et tu te retrouves à plus 10 dans le troisième quart-temps, même si tu te fais remonter, tu te retrouves à moins 3, moins 5 dans le clutch. Donc il y avait vraiment moyen d'aller prendre ce match. Malheureusement, on l'a pas fait. Voilà, on va un petit peu voir pourquoi, mais j'ai vraiment trouvé que ouais, les Mavs ont tout simplement pris le tempo du match. Et même quand on était à plus 10, j'ai vraiment pas été serein. Toi, tu m'as dit en off que tu avais l'impression que ça y est, on allait passer devant et qu'ils allaient jamais revenir. Moi, je vais pas mentir, j'étais vraiment pas serein et ça m'inquiète un petit peu parce que j'ai vraiment l'impression que ouais, les Mavs contrôlaient le match et c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, bah, pas vraiment, enfin, pas que enfin, pas qu'on allait s'en aller et qu'on allait prendre le lead, mais je me disais, bon, en tout cas, c'était le moment. Pour moi, l'opportunité, elle était là. Et puis finalement, tu as eu des opportunités dans le clutch, mais tu reviens jamais vraiment à égalité. Tu as toujours ce match-là, comme tu l'as dit, de 3 ou 5 points, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs collectives dans ce quatrième quart. Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles aussi. Voilà, des leaders qu'on manquait, là où du côté de Dallas, Kyrie a été magique dans ce quatrième quart-temps, comme il l'a souvent été. De l'autre côté, t'as personne qui a vraiment été en mesure de lui répondre. Donc non, sur ce match, assez déçu, même si en fait, je pensais qu'OKC allait retenir les leçons du Game 2 et forcé de constater qu'OKC n'a pas forcément retenu les leçons du Game 2. Et au-delà de cet aspect purement défaite, ce qui me frustre, c'est que là, pour le coup, là, la team inexpérience en playoff, là, elle peut être contente parce qu'il y a des erreurs que je n'ai jamais vues en saison régulière, des pertes de balles sur transition. C'est des trucs que tu vois jamais. Ça, c'est des trucs qui me frustrent parce que c'est des trucs que j'ai pas envie de voir en playoff et que tu ne dois pas voir en playoff. Et c'est les playoffs, les matchs de playoff, quand on voit des situations comme ça, des situations de match serré, ça joue sur des détails et il y a des détails qui ont souvent basculé aux côtés de Dallas. Disons que Dallas a beaucoup mieux exécuté le match que nous et Dallas a su beaucoup mieux gérer ses temps faibles aussi qu'OKC, là où je trouve que sur nos temps faibles, on a quand même beaucoup pris l'eau. Après, voilà, crédit donné à l'adversaire, parce qu'on va pas être fou les joueurs non plus. Il y a des fans des Mavs qui passent et qui nous écoutent. On a vu quelqu'un qui s'est manifesté dans les commentaires du Game 2. Si vous êtes fan de Dallas, là, vous pouvez vous manifester aussi dans les commentaires sur ce débrief-là. Je pense que vous devez être content de voir nos mines un petit peu dépitées. Mais non, mais bravo à cette équipe de Dallas qui, encore une fois, a déroulé son plan de jeu quasiment à la perfection, presque pas, mais toujours est-il que le plan de jeu de laisser, enfin de servir les shooters dans le corner pendant 3 quarts temps et dans le quatrième, quand la situation devient un peu plus difficile, de laisser Kyrie tricoter et Luka prendre le jeu à leur compte, bah, c'est une stratégie qui fonctionne. Toujours, en plus d'avoir une défense exceptionnelle et d'avoir PJ Washington qui se transforme en Larry Bird, LeBron James, je sais pas. Toujours est-il que PJ Washington, qui C'est la encore une première fois, option. ouais, première option, toujours est-il que PJ Washington a encore fait mal à cette équipe d'OKC. On salue bien évidemment Sam Presti qui a joué le facilitateur pour que les Mavs récupèrent PJ Washington et Daniel Gafford. What goes around comes around, comme chantait un certain Justin Timberlake. On va passer un petit peu sur l'aspect tactique de ce match. Avant ça, parce que je ne l'ai pas fait au début, même si voilà, la défaite est toujours là, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires, à vous abonner partout, Twitter, Instagram,
Facebook, Caramel, Facebook Gaming, abonnez-vous partout, 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Merci à vous, hein, malgré tout, du soutien sur les débriefs. Et puis, comme l'a dit Pierre sur le Game 2, c'est le moment où la chaîne se développe pas mal au nombre de vues et d'abonnés. Donc, malgré la défaite, ça fait toujours plaisir de constater votre soutien. On va passer maintenant complètement dans l'analyse du match. Charlie, je voudrais te lancer sur un truc, au lieu de te demander un peu, de manière un peu scolaire, dont tu voulais parler. Je vais te lancer sur quelque chose. On avait parlé, sur un point précis qu'on avait évoqué lors du débrief du Game 2 avec Pierre, c'est que lors du Game 2, OKC avait tenté 37% de ses tirs dans la raquette, avait réalisé 62 drives, ce qui est à peu près dans ses standards de saison régulière, ce qui n'est pas le cas en playoff. OKC a moins tenté de drive. Cette nuit, OKC n'a tenté que 22% de ses tirs au cercle, 44% des tirs d'OKC sont des mi-distance, 13% sont des longues mid, donc des tirs les moins rémunérateurs du basket, pour un taux d'efficacité assez élevé, 73%, mais peu de tirs tentés. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du fait que OKC n'a une nouvelle fois pas su trouver les solutions pour accéder à la raquette, dû en partie à une excellente défense des mains? T'as très bien résumé statistiquement, donc je vais plus parler un petit peu de l'aspect visuel que j'en ai eu. Moi, c'est un truc qui m'a choqué directement en regardant le match. Vous en aviez déjà parlé dans le débrief du Game 2, vous avez dit, les Mavs, ils ont step up défensivement. Voilà, il y a pas un mur, mais un mur qui s'est dressé quand même sur les lignes de drive. Il y a eu cet ajustement défensif des Mavs qui est soit c'est Lively, soit c'est Gafford qui va du coup prendre un joueur comme Wiggins ou comme Joe pour pouvoir être en roamer, être en défense complète. Donc c'est un truc qui m'a vraiment surpris, avec du coup Shea qui a beaucoup moins eu d'espace pour driver que par exemple au Game 1 où là vraiment il avait l'espace, tout l'espace qu'il voulait. Pareil pour J-Dub, on l'a vraiment beaucoup moins vu dans les standards qu'il aime, trouver ses tirs, trouver les espaces préférentiels. Et non, vraiment crédit à la défense des Mavs qui de 1 a été vraiment très physique. Même les joueurs les plus petits, Kyrie Irving, vous en aviez aussi parlé dans le Game 2, je l'ai encore trouvé meilleur dans celui-là. En fait, oui, il est plus petit que les autres, mais il se met au diapason de l'équipe et il donne tout ce qu'il peut malgré son déficit de taille. Et du coup, ça fait une défense vraiment qui bloque complètement les points forts d'OKC, qui est le drive qui carotte dans les corners pour avoir ou dans les ailes pour avoir des 3 points ouverts. Donc non, vraiment, c'est pour moi ce qui a changé le match, c'est l'attaque d'OKC qui a complètement été bloquée par la défense des Mavs, qui a très bien su anticiper ce que OKC allait faire. Et j'attends d'ailleurs beaucoup de voir ce que Denio va proposer. Peut-être que il y a des ajustements en termes de rotation à faire. Et aussi, j'attends de voir Chet Holmgren et J-Dub montrer un petit peu plus, parce que c'est eux qui sont défendus par Chet Holmgren, du coup, est défendu par un défenseur plus petit. Et Jalen Williams est quand même défendu par Kyrie Irving. Donc, je l'ai dit, Kyrie Irving, il fait un super taf défensivement. Mais J-Dub, il est quand même censé l'enfoncer et pouvoir aller lui scorer dessus. Donc ouais, vraiment une raquette très très bien bouclée par les Mavs. On marque seulement 40 points et tu l'as dit, on tente beaucoup moins de tirs, on y va beaucoup moins et on prend des tirs à mi-distance qui sont contestés, comme tu l'as dit, qui sont très peu rémunérateurs. Donc non, pour moi c'est ça qui a complètement changé le match et du coup je dirais qu'ils ont même encore plus step up que sur le Game 3, ou plutôt que OKC n'a tout simplement pas trouvé les solutions. Et c'est pour moi la grosse déception de ce game, c'est que OKC n'a pas, comme on l'a dit, n'a pas appris des erreurs du Game 2 et s'est même enfoncé dans ses erreurs en offrant une performance qui est encore moins bien que celle du Game 2 offensivement. En fait, tout le problème, c'est que effectivement, là où la défense des Mavs est élite, c'est déjà, tu crées assez peu de séparation via le dribble. Tu as assez peu d'espace pour driver qui sont créés. Et là où ils sont exceptionnels, c'est sur l'aide. Sur l'aide de près du panier. Les Derrick Jones Jr., les PJ Washington, les Daniel Gafford, même les Josh Green, tout leur personnel défensif sur les ailes est excellent sur les aides, donne assez peu de contexte. Et même la défense un peu en drop d'un Daniel Gafford force parfois les joueurs de KC à s'arrêter 1 ou 2 mètres du panier pour tenter un flotteur, ou alors il y a le challenge physique qui fait qu'un joueur comme J-Dub a du mal à s'exprimer et a du mal à vraiment finir
sur ses drives parce que voilà, tu as le contact physique avec Daniel Gafford qui doit faire 2,10 et 115 kilos, donc c'est bien plus dur de résister au contact physique. Hormis Shea finalement, et encore Shea, il y a beaucoup de tirs très difficiles. Je vois pas qui arrive à créer des décalages via le dribble. Peut-être un peu Wiggins sur certaines situations, mais un J-Dub extrêmement défendu. Chet, quand il essaye de créer sur le dribble, déjà c'est pas un aspect du jeu où il est particulièrement en réussite. Il y a rien qui est créé. C'est toujours des tirs systématiquement difficiles, même quand il se retrouve sur un joueur plus petit. Quand il se retrouve à attaquer sur un joueur des masses qui est plus petit que lui. Donc ouais, ça a été difficile, et je pense que OKC c'est peut-être enfermé dans ce système offensif-là, mais n'est pas aidé par le manque de réussite à 3 points. Alors oui, vous allez me dire: «Oui, mais tu dois trouver des solutions parce que Dallas, il tire pas forcément très bien à 3 points». Certes, toujours est-il que, avec Kyrie et avec Luka, Dallas arrive à trouver des solutions. On va dire que leurs 2 scoreurs individuels, même si, Luka a pas forcément été en réussite, il y a des double teams qui sont envoyés du côté d'OKC pour défendre sur Luka. Donc soit ça donne un tir ouvert, soit ça donne un joueur en mouvement qui peut finir près du panier, typiquement TJ Washington. PJ Washington, typiquement Josh Green, qui a eu quelques situations aussi sur ce match 3 pour finir au cercle. Donc voilà, je trouve que les situations en fait où l'attaque du Thunder marche bien, c'est les situations où ce drive and kick fonctionne. Et les situations où l'attaque du Thunder patine, c'est des situations où il se passe rien en attaque, où très honnêtement le jeu collectif de Dallas est quand même bien mieux huilé que le nôtre, où notamment dans le 4e quart, c'était un miracle si tu avais plus de 3 passes sur une possession offensive d'OKC, beaucoup de jeux d'ISO, assez peu de mouvements créés, donc forcément la défense qui se resserre un peu plus et qui est un peu moins aux affûts ou aux aguets de potentiellement des lignes de passe ou des décalages qui peuvent être créés. Donc voilà, je trouve que c'est un mix entre OKC qui n'arrive pas à se créer des espaces via le dribble, une très bonne haine de Dallas, et aussi l'incapacité de sanctionner sur les 3 points, notamment dans les corners, parce que OKC termine à attendez, je vais retrouver la stat. Voilà, 27% à 3 points dans les corners. Là où Dallas tourne à 43%, ce que j'avais dit au Game 2, ça se rééquilibre au niveau des pourcentages. Les Jalen Williams, les Cason Wallace, les Chet Holmgren n'ont pas réussi à sanctionner dans ce corner quand il y avait un décalage qui était créé. Et en plus de ça, ils n'ont pas toujours été servis, notamment en fin de match. Donc, au-delà de l'aspect purement défensif du Thunder où tu n'as pas toujours su contenir les masses, c'est plus en attaque où on est vraiment en galère et où je ne retrouve pas cette attaque élite sur demi-terrain qu'on a vu tout au long de la saison régulière. Ouais, et il y a ce truc aussi ok, on est bloqué en attaque demi-terrain, ce qu'on a déjà vu en vrai dans la saison régulière. En saison régulière, on avait cet aspect où on arrivait à provoquer des pertes de balles, on gagnait les ballons dans les mains, on arrivait à se trouver des tirs faciles en fast break. Alors oui, c'est un genre de choses qu'on voit beaucoup moins en playoff, mais c'est quand même quelque chose qu'on a très peu, on l'a vu un petit peu du coup sur le run qu'on fait pour passer à +10. Mais ouais, les Mavs ont bien tenu la balle. On a eu du mal à provoquer des pertes de balles directes pour s'offrir des points faciles. Et forcément, si tu fais pas ça, et si en plus en demi-terrain tu galères et que tu mets aucun 3 points, là ton attaque elle est complètement bloquée. Et si derrière t'as pas une défense vraiment élite, ce qu'on a eu en vrai contre les Mavs, on en parlera. On les a quand même plutôt bien défendus, j'ai trouvé. Euh, En attaque, si on passe pas un step sur cette défense qui vraiment nous appréhende de mieux en mieux, ça va être très compliqué pour la suite de la série. Ouais, bah, peut-être parler un petit peu plus globalement du jeu de possession, puisque tu commençais à parler des turnovers. Alors, qu'est-ce que j'entends par le jeu de possession? C'est rebond off plus perte de balle. C'est combien de possessions offensives supplémentaires tu vas avoir par rapport à ton adversaire et combien de tirs supplémentaires tu vas avoir par rapport à ton adversaire. Ce qui était, on va dire, une des qualités d'OKC, c'était tout au long de la saison, malgré les lacunes évidentes au rebond défensif, tu forçais des pertes de balles et toi, tu en perdais peu. Donc, tu arrivais à se compenser. Sauf que là, Dallas termine avec 10 tirs de plus tentés. Alors oui, 10 tirs de plus tentés et plus 6 au lancer. Mais bon, il y a 12 lancers francs de hack pour Derek Lively, ou pas loin, 6 ou 7, je crois, lancés de Derek Lively. Donc ça s'équilibre. Par contre, 10 tirs de plus, c'est énorme. 3 tirs à 3 points, bah déjà, 3 tirs à 3 points tentés, bah déjà sur l'aspect mathématique, ça peut embêter un petit peu. Et puis au niveau des turnovers, 13 pour Dallas, 13 pour OKC. OKC a quand même parvenu OKC est quand même parvenu à forcer des pertes de balles du côté des Mavs, notamment comme tu l'as dit, lors de ce run du 3e quart-temps. Mais de l'autre côté, OKC a été
particulièrement peu habile à conserver la balle, notamment dans le quatrième quart où OKC perd 5 ballons, dont 3 pour Shai Gilgeous-Alexander. On en parlera tout à l'heure de ce quatrième quart assez catastrophique, mais je trouve que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que de ton côté, enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, mais de mon côté, je trouve que OKC a quand même, il y a si on était au tennis, on dirait qu'il y aurait des fautes directes sur les pertes de balles du Thunder. C'est-à-dire que des situations où c'est des erreurs qui sont pas forcées, c'est pas forcément que de la bonne défense de Dallas, c'est OKC qui, comme je l'ai dit, voilà, tu as une situation, je crois que c'est J-Dub qui fait la passe pour Isaiah Joe dans le corner. La passe, elle est au niveau de ses pieds, du coup, elle lui passe entre les jambes. Cette fameuse interception où OKC est à moins 3, il reste 2 minutes à jouer. Il me semble que c'est une perte de balle de Dallas. C'est pas un rebond défensif, je crois que c'est une perte de balle de Dallas. Tous les joueurs des Mavs sont derrière, il n'y a que Luka qui est devant. Moi, Isaiah Joe. j'ai pensé que c'était un rebond. J'avais pensé que c'était un rebond. C'est peut-être. Attends, je vais retrouver Ah, l'information en même ouais. temps que je parle. Luka Doncic. Non, c'est-tu. Attendez. Bon, toujours, je vais parler en même temps que je cherche l'information. Je vais faire deux choses en un. Non, mais toujours est-il que. Non, c'est une perte de balle de Kyrie Irving qui ensuite amène l'interception de Luka qui met ensuite un lay-up pour passer à +5. Non, mais je trouve que OKC a quand même eu des situations où tu perds des ballons sur des drives. Alors, ok, la défense resserre bien, mais c'est des trucs qui me frustrent parce que, encore une fois, c'est des petits détails qui font beaucoup de grandes choses. Et c'est des choses qu'on n'a pas vues en saison régulière. Du côté de Dallas, tu as réussi parfois à leur piquer des ballons sur ce qu'on a vu tout au long de la saison régulière, sur des lignes de passe ou alors sur le dribble, mais tu sens que tu es quand même beaucoup plus au rupteur défensivement lorsque Dallas attaque que eux ne le sont lorsque toi tu attaques. Et au jeu de la possession, avant de parler des rebonds off, qui nous ont bien frustrés aussi. Sur ces paires de balles, OKC, si OKC veut revenir dans la série, il ne peut pas se permettre d'avoir autant de pertes de balles que Dallas sur le match. Parce que ça risque d'être difficile encore. Complet, T'es mute. mais c'est bon. Ah, Mais attends. c'est sûr que les pertes de balles, c'est assez frustrant. Il y en a une qui m'a choqué, qui en a beaucoup choqué, c'est celle de Wiggins, remise en jeu après panier encaissé, qui balance Ah la balle oui, en touche. tout à Il y a un fait, tout à moment fait. où là, faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est vraiment genre des erreurs de poussin, quoi, littéralement de poussin qu'on n'a jamais vu en saison régulière. En tout cas, je Oui. me rappelle pas Non, mais il n'y d'une en a pas. perte de balle aussi débile. Et là, on est en playoff et ça coûte cher. Ça coûte cher. Et donc, je sais pas si c'est la pression. On a parlé au début. Là, ouais, la team inexpérience, elle peut parler parce que sur ce match, euh, j'ai été déçu par ça. Genre, moi, je m'attendais à un OKC qui allait revenir vaillant, très très propre. Et là, enfin, c'était vraiment brouillon avec, du coup, comme tu l'as dit, des pertes de balles. En soi, on en perd autant que les Mavs, mais nos pertes de balles elles sont tellement débiles que ça te marque encore plus parce que c'est des trucs vraiment évitables, comme tu l'as dit. C'est vraiment évitable. Balancer la balle en touche, la balle dans les pieds Isaiah Joe qui vraiment littéralement donne la balle à Luka Doncic. Tu as la possibilité de passer à -1 et tu te retrouves à -5 à 2 minutes de la fin, ça fait vraiment mal. Mm. Et pour les rebonds offensifs, oui, ça c'est un truc qu'on savait, mais on a aussi montré qu'on pouvait jouer en prenant les rebonds et sans se faire dominer dans cet aspect-là. Dans le game 1, il y a tout le monde qui va au rebond, gros hustle, et on prend limite, je crois qu'on prend plus de rebonds que les Mavs au game 1. Oui, il me semble. Oui. Il me semble En qu'on même prend temps, plus ils de ont loupé rebonds. plus de tirs que nous aussi. Ils ont plus de tirs, mais quand même. Là, vraiment, il y a des actions parce que les Mavs, c'est pas tu t'es fait dominer par Gafford et il a pris 9 rebonds offensifs sur toi. Tu regardes, je crois qu'ils prennent tous un rebond offensif sauf Tim Hardaway. Donc ça veut dire qu'en face, ils se sont tous dit, ok, on va aller au rebond offensif, on va jouer sur leur faiblesse. Il y a vraiment des actions où juste on fait pas le box-out et on n'est pas concentré. Ce qu'on a vu toute la saison, mais ce qui, en playoff, coûte vraiment cher, parce que comme tu l'as dit, ça prend 10 tirs de plus que nous, c'est énorme dans un match qui en plus qui se joue à 3, 4, 5 points d'écart. Mm. Donc non, c'est des problèmes qui, pour le coup, peuvent être réglés très facilement. En tout cas, les pertes de balles envoyées dans la touche, ça, c'est sûr que tu peux les régler facilement. Après, les rebonds, c'est sûr, si les Mavs, ils mettent un petit peu dedans, on va plus s'en prendre. Mais non, c'est vraiment ces aspects du jeu
où en fait tu te dis si on perd pas ces balles, si on prend quelques rebonds de plus, on pourrait prendre le match quoi. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que il y a plein de choses qui vont pas dans le match, mais si au moins on fait les si on respecte les fondamentaux, c'est un match qu'on peut prendre et c'est assez frustrant de pas le prendre à cause du genre de choses. Ouais, si tu fais un peu les winning plays, même si finalement, je pense que Kyrie en a parlé en conférence de presse, juste après. Je pense que Dallas aurait même pu plier l'affaire encore plus tôt et que, Ah oui. tu grattes un peu dans le clutch dans le 4e, mais, Dallas aurait, enfin, à partir du moment où ils font le 16-0, Dallas aurait limite dû prendre le large, et ne pas revenir. Donc, après au niveau des rebonds offensifs, ce qui est frustrant, c'est que c'est le premier quart-temps et qu'en deuxième quart-temps et en seconde mi-temps, c'est égalité au niveau des rebonds. Même OKC a même gagné la bataille des rebonds, en deuxième mi-temps, 25-22, et au niveau des rebonds offensifs, c'est pareil, il y a 6 rebonds offensifs partout sur la seconde mi-temps. Je crois qu'à un moment, il y avait 15 rebonds offensifs à 1, quelque chose dans le genre, ou pas loin en tout cas, il me semble que c'est quelque non, parce qu'ils en prennent 15, Oui. 15 dessus, ou peut-être 13-1, ou en tout cas, il y a un moment où il y avait, un chiffre, enfin un nombre à 2 Oui. chiffres pour Dallas, et il y avait un 1 du côté d'OKC. Ça a été posté, enfin ça a été, diffusé sur ESPN. Ça, c'est pas possible, et surtout dans le premier quart, j'avais loué l'aspect d'un Shai, par exemple, au rebond offensif, où je trouvais vraiment qu'il se donnait, qu'il aidait parfaitement Chet, au box-out, et ce qu'il a fait en deuxième mi-temps, il termine avec 5 contres aussi sur les aides. Enfin bref, c'est vraiment dommage ce 4e quart-temps dégueulasse. Mais OKC a quand même été de meilleure qualité à partir du moment où tu prends la sauce là, parce que franchement, il y a des situations où tu es pas intéressé. Alors oui, il y a quelques rebonds longs où tu peux pas vraiment faire grand-chose. Il y a des situations où personne vient au box-out. Je regardais là la stat des box-out juste avant. Dallas fait 6 box-out de plus que nous. C'est pas mal quand même sur, l'intégralité d'un match. Donc je trouve que ces situations-là, c'est des situations qu'on a vues tout au long de la saison, en tout cas sur la première partie de la saison. Tu avais réussi à gommer, et que là, tu retombes dans des travers de, comme tu l'as dit, même pas juste de physicalité, juste de laxisme, du fait que tu as Chet qui doit se débrouiller tout seul au rebond, ou que Josh Giddey ne regarde pas le rebond, que J-Dub est rarement investi sur cet aspect-là. C'est des points qui sont extrêmement frustrants, et effectivement, c'est d'autant plus frustrant quand tu vois que tu as réussi à les compenser en deuxième mi-temps, et que, comme par hasard, dès que tu envoies plus de monde au rebond, et dès que Shea, par exemple, aide un peu plus, bah, tu concèdes moins de rebonds offensifs. Et sur cet aspect-là, on avait parlé, je sais plus si c'était sur le game one ou si c'était, sur la série face aux Pélicans, j'ai déjà oublié, à trop de débriefs, mais on avait remarqué quand même au bout d'un moment que les équipes venaient moins jouer le rebond offensif parce qu'elles avaient plus peur du jeu en transition potentiellement d'OKC. Là, Dallas n'a absolument pas peur du jeu en transition d'OKC, et en fait, encore une fois, c'est cette stat que j'aime bien sortir pour illustrer un petit peu, l'inefficacité du rebond offensif d'OKC. Heu, enfin l'inefficacité, pardon, du jeu en transition d'OKC, c'est que, sur le jeu de transition sur ce match 3, OKC est dans le 10e centile sur toute la saison. 10e centile. C'est-à-dire qu'une des qualités d'OKC, du jeu en transition, est devenue, négatif, parce que 10e centile, c'est 90 des équipes sur toute l'intégralité de la saison ont fait mieux que toi. Donc sur ce point-là, je trouve que, ça a été beaucoup plus dur pour OKC, et je trouve même que sur le jeu de transition, Dallas est plus efficace que nous, et ce qui commence à faire beaucoup d'aspects qui, basculent de l'autre côté, ouais. Je crois que tu disais les rebonds offensifs, c'est dans le premier quart-temps, mais aussi dans le quatrième, hein. Dans le quatrième, Ah, dans le 4e, il me semble qu'ils nous en prennent dessus aussi. dans le Faut voir la stat, 4e, mais non, ils en ont aucun dans le 4e. ah ouais? Ouais, ouais, c'est Ah, vraiment dans putain. le premier. Ils en ont 6 dans le 3e. En fait, ils ont 15 C'est rebonds dans le troisième, offensifs. alors. C'est dans le Il y en a troisième. C'est 13 dans le entre le troisième. premier et le 3e. Voilà. Ah, c'est dans le troisième. Je confonds. Ouais, je me rappelle un moment où ils prennent deux ou trois rebonds et après t'as un 3 points de Kyrie qui fait Oui, c'est le mal. moment où J-Dub est blessé. Ouais, Je voilà, c'est crois. ça. C'est ça. Je crois que c'est ça aussi. Mm. Mais ouais, non, rien à rajouter là-dessus. C'est un truc qu'on doit gommer et qu'on peut supprimer. Donc c'est vraiment d'autant plus frustrant. Oui, on va parler un petit peu avant même si ça inclut un peu l'individuel. Est-ce que tu as un autre point, toi, un petit peu tactique qui t'a marqué avant que je parle, potentiellement de l'exécution dans le 4e quart-temps, et du manque plutôt d'exécution dans le 4e, quart-temps? Est-ce qu'il y a un autre point, toi, dont tu souhaitais parler, Charles? Non, je pense on peut passer directement sur le clutch dont je pense on a tous les deux envie de parler. Ouais, le clutch, et plus particulièrement j'ai envie de dire, allez, le
le quatrième quart-temps au global, parce que OKC tire à 42% sur la deuxième mi-temps, 4 sur 15 à 3 points. Et en fait, le problème, c'est que je pense que OKC a utilisé tout son stock d'adresses dans le quatrième quart-temps au game 1. C'est un peu embêtant. 2 sur 8 à 3 points dans le quatrième quart, qui se rajoute au 1 sur 7 du quatrième quart lors du game 2. Ça fait 3 sur 15 à 3 points pour OKC dans le quatrième quart-temps. C'est pas beaucoup, hein, effectivement, et ça n'aide pas à endiguer un petit peu cette attaque horrible. Franchement, soyons très honnêtes, ce manque d'exécution, 7 sur 20 au tir, 5 turnovers dans ce quatrième quart-temps. OKC a manqué, je trouve, d'exécution. OKC est tombé un peu dans ce jeu stéréotypé. Et là, ça va nous amener tout de suite sur de l'individuel où, comme j'ai dit, il y a assez peu de jeux de passe entre les joueurs d'OKC. Il y a assez peu de mouvement qui est créé, assez peu de décalage. Tu joues quasiment que des situations de 1 contre 1. Alors Dallas, de l'autre côté, l'a fait avec un Kyrie. On va pas dire que Dallas a envoyé des grands systèmes à la Warriors ou à la Spurs offensivement. Il y a beaucoup de jeux de 1 contre 1, mais je trouvais que OKC a quand même manqué certaines lectures et que les passes qui étaient effectuées, c'était plus des passes de Shea qui n'arrivait pas à trouver de solution près du cercle. Du coup, il envoie la patate chaude à Lugensdort. Plein de situations de pick and pop où Shea, il ne regarde pas Zaya Joe qui est grand ouvert et il se retrouve à jouer son 1 contre 1 alors que ça aurait pu être une situation intéressante et ça aurait pu donner un tir ouvert. Zaya Joe d'ailleurs qui met un gros 3 points en sortie de temps mort à un moment où il y a plus 6 Dallas. C'est des situations qui auraient pu se répéter et que tu aurais pu utiliser et que tu n'as finalement pas fait. Donc Shea venait jouer son ISO, c'était quasiment du 2 contre 1 alors que Joe était ouvert dans le corner. Je trouve que J-Dub, malgré la blessure, donc voilà, ça fait un peu circonstance atténuante, je trouve qu'il manque d'impact. Et globalement, dans ce quatrième quart-temps, c'est aussi le moment où voilà, on voit les seconds couteaux. On en avait parlé lorsqu'on avait fait la preview, on en a parlé lorsqu'on a fait le Game 1. Kyrie préchauffe dans le quatrième. Tu sais que tu dois trouver une réponse, que Shea n'est pas toujours parfait dans les quatrièmes quart-temps, qu'il a déjà beaucoup dépensé d'énergie parce qu'il sort 2 minutes en seconde mi-temps, il me semble, et c'est les 2 minutes juste avant la blessure de J-Dub, donc il doit jouer 14 minutes de suite, donc il est un peu carbo sur la fin de match. Il a déjà beaucoup porté le poids, beaucoup de responsabilités en attaque. C'est des minutes où J-Dub doit prendre ses responsabilités, il ne prend pas ses responsabilités. Et voilà, moi je trouve que dans une équipe qui gérait aussi bien les moments clutch cette saison, on avait sorti les stats, OKC était très bon, les pourcentages de victoire dans le clutch, c'était parmi les meilleurs, le net rating était parmi les meilleurs. Là, je trouve qu'on est tombé dans ce jeu stéréotypé où, face à des défenses moins fortes, oui, tu vas arriver à créer des décalages sur du 1 contre 1, mais face à cette défense élite de Dallas, tu leur donnes quand même beaucoup de ce qu'ils ont envie de recevoir. Ouais, complètement. Bah, c'est ce qu'on a dit de toute façon sur tout le match, hein. Les Mavs, ils ont complètement appréhendé notre attaque. Ils savaient très bien que sur le clutch, on allait avoir un Shea qui allait à tout prix vouloir trouver son tir, même s'il est contesté ou même s'il est pas contesté, ce qui est un peu dommage. Voilà, de toute façon, bah, tu as beaucoup parlé de Shea dans le quatrième. Moi, je trouve quand même qu'il fait un bon match globalement parce qu'il rentre des tirs importants et il porte quand même toujours cette attaque. Mais c'est sûr que, bah, tu l'as dit aussi, il était fatigué. Mais bon, 1 sur 6 dans le quatrième quart-temps. Bon, il joue les 12 minutes. Ok, il provoque quelques lancers, 3 sur 4 lancers, 3 pertes de balles. Mais surtout un manque de lecture complet. Comme tu l'as dit, il y avait du Isaiah Joe d'ouvert. Même il y a des moments où tu peux servir Chet après l'écran. Moi, c'est des choses qui sont assez décevantes et qui auraient pu arranger l'état du quatrième quart-temps d'OKC. Maintenant, voilà, tu en as parlé aussi, J-Dub, King of the Fourth. Bah, là, ce coup-là, c'était pas trop ça. En fait, c'est même pas qu'il a pas été bon, c'est qu'on l'a vraiment peu vu, en fait. On l'a Ouais, vraiment 4 peu tirs vu. tentés dans le quatrième. 4 tirs tentés. D'habitude, c'est le moment où il chauffe. Et c'est là où on l'a vu dans le premier match. Il fait pas un bon match dans le premier game, mais il se réveille en quatrième quart-temps pour plier l'affaire. Et là, évidemment, on attend de lui qu'il nous montre ça. C'est ce qu'il nous a montré tout au long de la saison. Même si c'est un sophomore, on doit avoir des attentes hautes sur lui et penser qu'il doit être capable de montrer ce qu'il a montré même pendant la série face aux Pels, c'est-à-dire de take over dans le quatrième quart-temps sur des défenseurs comme Kyrie Irving, qui, comme je l'ai déjà dit, sont très forts, mais qui doit être capable de outplay, oui, ça. Ouais, d'outplay, ouais. De outplay.
Euh, donc non, c'est sûr, très très décevant quant aux habitudes qu'on a eues d'OKC dans le quatrième quart-temps. Et il y a évidemment on va toujours en revenir à ça, mais cette perte de balle en transition d'Isaiah Joe qui vraiment signe pour moi la fin du match parce que tu peux vraiment repasser à -1, même si Lou Dort en transition, je pense qu'il peut aller chercher des lancers et au moins repasser à -2, tu vois. Et tu te prends Ouais, directement un layup de Doncic. Ça fait mal même au moral au moral des troupes, je pense que ça fait mal. Mais ouais, exécution dans le clutch et une défense des Mavs qui a complètement anticipé ce qu'on allait faire et complètement bouclé Shea qui stake back three, on sait, voilà, c'est il est un ça, peu voilà. C'est ça qui tue le match surtout, c'est à ce moment-là. dans le quatrième quart. Euh, ouais, assez une nouvelle fois frustrant et décevant, quoi. Un petit peu comme la globalité du match. Parce que comme tu l'as dit, les Mavs auraient clairement pu plier l'affaire avant et il y avait vraiment moyen de le prendre un petit peu en hold-up. Mais même ça, on n'a pas réussi à le faire en jouant notre jeu comme dans le clutch, comme on l'a fait un petit peu sur toute la saison, même si on a déjà vu ce genre de cas de figure quand même en saison régulière. Euh, mais ouais, c'est sûr, très frustrant ce quatrième quart. Ouais, et puis on va passer là, on a été assez complet, je pense, sur l'aspect tactique, mais du coup, ça va rejoindre un peu l'aspect individuel. Je trouve que, en fait, tout le problème d'OKC, c'est que ça fait 2 matchs de suite où le deuxième meilleur joueur d'OKC, c'est un role player. C'est-à-dire que Game 2, c'était deuxième meilleur joueur, c'était peut-être Jalen Williams. Game 3, le deuxième meilleur joueur d'OKC, c'est Isaiah Joe. Euh, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je veux bien hein, les critiques qui ont un peu plu sur Josh Giddey, sur le match, enfin après le match 2, oui, il faut plus qu'il joue, machin, machin. Je veux bien que Gordon Hayward se mange une sauce parce qu'il joue 3 minutes et que il est inexistant et que voilà. Mais il y a un moment où il faut taper aussi sur les leaders. Je suis désolé, j'ai du mal, même si son quatrième quart est dégueu, son step back 3, je pense que tout le monde l'avait pré-shot à partir du moment où il reçoit la balle. Je me dis, il va tenter le step back à 3 points. C'était sûr qu'il tente le step back à 3 points. D'ailleurs, c'est le plus adroit des joueurs à 3 points dans le quatrième quart, parce que si vous enlevez les 3 points rentrés par chez Gilgeous Alexander dans le quatrième quart du game 2 et du game 3, ok, ici est à 1 sur 12 à 3 points dans les quatrièmes quarts. Donc, ça commence à être un petit peu embêtant que les role-players ne mettent pas dedans, mais pour moi, J-Dub doit être meilleur que ça. Alors oui, comme tu l'as dit, et comme moi je l'ai dit, Kyrie est un excellent défenseur. En tout cas, sur cette série, il le limite très bien. L'aide de Dallas le limite très bien. Il a du mal à exister sur ses drives face au contest de PJ Washington, de Danny Gafford, de Derek Lively. Il a du mal vraiment à trouver ses zones. Voilà, comme j'ai dit au Game 2, son petit mid-range en partant sur sa gauche, on ne le voit pas tant que ça. Dallas arrive plutôt bien à l'orienter sur ses spots, mais il doit aussi prendre ses responsabilités. Je pense que les quelques minutes, par exemple, où c'était bien en début de deuxième quart-temps, justement, où il prenait ses responsabilités, OKC arrive à gagner les minutes sans Shea. Mais là, par contre, c'était un petit peu trop difficile et je trouve que globalement, il termine avec 12 tirs tentés. C'est peu, c'est trop peu pour une deuxième option, là où tu vois qu'un Kyrie, il est discret en première mi-temps, mais il termine avec 17 tirs. PJ Washington, le meilleur joueur de la série, termine avec 23. Même Luka, 30%, termine à 17 tirs. Je pense que Heu, même si Shea en a pris 23, ce qui est déjà pas mal en soi, J-Dub peut-être dans ces situations-là, même si je suis pas fan et que, OK, il y a quelques bonnes lectures, il termine avec 8 passes. Parfois, il a bien trouvé Chet, notamment sur pick and roll, il y a un alley-oop, qui est intéressant et cetera. Mais sur l'individuel, quand tu as du mal à créer, ça doit être lui ton 2e générateur d'attaque, ton 2e générateur de scoring et on l'a pas trop vu et je pense que il doit peut-être parfois un petit peu forcer son talent ou forcer, pas forcément son tir, mais en prendre un peu plus que sur ce game 3 où il en prend 12, sachant que le 12e, c'est le step back à -4 à 3 points alors qu'il reste 5 secondes. Un petit peu plus de volume qui pourrait peut-être aussi décharger un petit peu les aides sur Shea. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment le volume de tir qui est intéressant à regarder sur ces performances de J-Dub et même de Chet. Hein. Chet qui prend Ouais, on en 9 parlera tirs, si après. je me trompe. Ok, Oui, oui, 9 tirs. on va rester sur J-Dub. Mais oui, enfin, les leaders en général, je les englobe les deux. Mais c'est sûr, J-Dub, même, tu vois, même si la raquette est bloquée, J-Dub, c'est un joueur, on l'a vu toute la saison, qui est très adroit à 3 points.
et on l'a très peu vu dans ce registre, même si il est très bien défendu. Je pense il peut en prendre plus et j'ai vu qu'il y avait des espaces pour qu'il puisse en prendre. Et forcément, il veut trouver son tir préférentiel, comme tu l'as dit, son petit mid-range ou rentrer à l'intérieur. Mais la défense des Mavs ne lui permet pas. Alors oui, il doit pouvoir percer cette défense des Mavs, vraiment outplay Kyrie Irving, mais il peut aussi prendre plus de tirs à 3 points. On l'a vu, il peut mettre des step back, il peut mettre des pull-ups. Ouais, c'est un joueur à plus de 40% à 3 points sur la saison, même s'il n'a pas un énorme volume. Là, comme tu l'as dit, il prend un 3 points. C'est un vieux step back en fin de possession et Mm. il n'en prend pas d'autres. Je sais pas combien il en prend sur les autres games, mais Il en prend deux, c'est ouais, il en prend deux sur le match 3. Il me semble que ça doit être pareil sur le match 1 et 2. Mais c'était un point qu'on avait soulevé, enfin que moi j'avais ah oui, soulevé tout il au en long de met, la oui, saison. oui, il en met un Ouais, sur ce match en première mi-temps, c'est vrai. mais Mais c'est un oui, point qu'on c'est. avait soulevé, c'était enfin, entre Shea, J-Dub et Chet, tu avais trois joueurs d'assez faible volume en termes de tentatives à 3 points. Et du coup, tu n'as pas de menace en fait à 3 points. Enfin, tu n'as pas de menace en pull-up à 3 points. Et du coup, C'est les ça. Mavs vivent complètement avec ça. Et ton adresse à 3 points repose sur tes role-players qui peuvent pas step up à chaque match. Voilà, on l'a Mm. vu, Aaron Wiggins sur le premier match, super. Là, on a Isaiah Joe qui step up, mais ça n'a même pas suffi. Mm. Mais oui, c'est sûr que c'est un truc qui doit changer. Je pense que J-Dub en est capable. J'ai moins envie de de le voir prendre des step back à 3 points, en vrai. Même si il en met toujours un. Voilà, j'ai pas envie qu'il se mette à en prendre 4, 5 ou 6. Alors que J-Dub, ça me dérangerait moins parce que je pense que ça peut vraiment le mettre en rythme et ça peut permettre à la défense de plus s'ajuster sur lui et de monter plus haut et d'ouvrir plus de lignes de drive. Mais oui, J-Dub, 12 tirs sur un match, c'est trop faible. Trop Mm. peu. Et notamment dans le dernier quart-temps, où c'est là qu'on l'attend le plus et où là, on avait vraiment, vraiment besoin de lui. Ouais. J-Dub qui termine avec 21% d'usage. Shea à 39. C'est un truc Luka Doncic est-ce 39, que 39 39, d'usage. Ouais, 39 d'usage. Bah, c'est un truc c'est de Luka, hein, globalement. ouais, Luka c'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est que Luka est à 30% de ses capacités. Il tente oui, il en tente un parce qu'il y a faute de Ludort. Tiens, ça peut faire une transition sur le Chihuahua plus que sur le Pitbull. Roulille là sur Ludort. Oui, Luka il tente un step back à 3 points, mais tu ne vois même pas tenter ce step back à 3 points. Le mec est à T'as 30% de ses capacités, il n'y a pas Maxi Kleber et pourtant tu es mené de 1. Bref. Parlons de Monsieur Lukensdort. Je vais peut-être me le faire là pour le coup, Lou Dort. Je ne vais pas te laisser l'occasion, peut-être de le défendre, mais en tout cas, je vais plus le tout, défendre, moi, je pense. voilà, les matchs 2 et 3 de Lou Dort pour moi on est dans la caricature de Lou Dort en fait. C'est-à-dire que la série face aux Pels, très bien, très belle défense. Par contre, là, faut arrêter de soit faire faute, soit flopper une action sur deux. C'est-à-dire que j'en avais parlé sur le game 2, il y a un moment où chercher tout le temps la perte de balle, tout le temps chercher à une faute offensive, tout le temps te retrouver à 4 mètres par terre dès qu'il y a un minimum de contact. Alors oui, alors comme ça, je vais pouvoir lancer un petit peu un truc. Que vous soyez fan de Casey, que vous soyez fan de Dallas, que vous soyez fan du Stade Malherbe de Caen, que vous soyez fan de l'Olympique Lyonnais, que vous soyez fan de n'importe quelle équipe, s'il vous plaît, arrêtez de parler systématiquement et quasi exclusivement d'arbitrage. Je n'en peux plus de voir que n'importe quel match de sport, tout tourne autour de l'arbitrage. C'est-à-dire que un match de basket ou un match de sport ne sera jamais arbitré à la perfection. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des calls. Est-ce qu'il y a eu des calls qui ne sont pas allés dans le sens d'OKC? Bien sûr. Le jump ball là, en fin de match entre Lou Dort et Luka Doncic, il n'y a jamais de jump ball. Si il n'y a pas de jump ball, il me semble que OKC peut revenir à -1 parce qu'il y a un panier de J-Dub. Est-ce que c'est allé dans le sens d'OKC? Non. Est-ce qu'il y a des calls qui ne sont pas allés dans le sens de Dallas où Lou Dort, il est bien trop physique sur Luka Doncic et c'est des fautes qui ne sont pas sifflées où Luka se plaint? Bien sûr. Donc voilà, les calls, un match, il ne sera jamais arbitré à la perfection et c'est pas à cause de l'arbitrage qu'OKC perd ce match. Même avec un arbitrage qui on peut considérer défavorable encore, moi je trouve que l'arbitrage, globalement, dans son inconsistance, est relativement régulier. OKC pouvait gagner ce match malgré. Enfin, tu rejoues le même match avec les mêmes décisions au niveau des arbitres, mais en arrêtant
l'isostatique dans le quatrième quart, en arrêtant les pertes de balles débiles, tu peux quand même prendre le match. Donc voilà, c'était mon petit Google sur arrêter de parler d'arbitrage tout le temps. Ici, on ne le fait pas et franchement, c'est plus fatigant qu'autre chose et ça sert un peu de paratonnerre et d'excuse pour justifier les manquements de son équipe. Donc voilà, je trouve que Lou Dort, défensivement, il y a une physicalité, mais il y a être physique et être trop physique. Et là, je trouve que il y a beaucoup de physicalité sur Lou Dort. Il y a des situations un peu des dirty play où on va dire que le genou est un peu haut sur certaines poses d'écran, etc., etc. Je trouve que sur ce match 2 et sur ce match 3, non seulement il n'est pas à droit à 3 points, ce qui est un peu embêtant aussi parce que le Lou Dort de cette saison, c'était de l'adresse à 3 points, et il augmente un petit peu son volume en attaque de par le fait que les autres en attaque ne step up pas non plus. Et défensivement, ouais, je trouve quand même qu'avec un Luka diminué, déjà, Luka lui prémâche un peu le travail au niveau de son adresse. Là, j'ai trouvé que systématiquement jouer le flop, jouer trop physique. Et encore une fois, comme au Game 2, il a eu des problèmes de faute. Il prend sa 3e faute ou sa 2e faute fin du premier quart-temps. Là, il faudrait que Lou Dort se cadenasse un peu plus parce que je trouve qu'il tombe un petit peu dans la parodie, en tout cas sur certaines actions défensives. Offensivement, je ne veux pas trop, mais défensivement, pour moi, tu es un peu plus. Tu étais over physique et over flopesque. Et tu mériterais à gagner un peu plus de retenue sur certaines possessions. Ouais, je suis assez d'accord, mais je vais quand même être un peu moins dur avec toi, avec Ludor, parce que, ok, il flop, ok, il fait des fautes, mais il emmerde quand même bien Luka Doncic, tu vois. Ok, Luka Doncic, il est diminué, je suis d'accord, mais tu sens, enfin, après, Luka Doncic se plaint tout le temps, avec n'importe quel défenseur, mais tu sens qu'il est embêté par Ludor, par ses flops, par sa défense physique. Donc, moi, en tout cas, c'est pas le premier joueur sur qui je vais tirer, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il peut être meilleur? C'est clair que oui. Je pense que, comme tu dis, il gagnerait beaucoup plus à être concentré, à bien naviguer sur les écrans. C'est sûr qu'avec un Luka Doncic, c'est compliqué parce que c'est le joueur dans la ligue qui utilise le mieux les screens. Mais c'est sûr qu'il gagnerait beaucoup plus à naviguer mieux, même si on l'a quand même vu en, réussir à revenir devant Doncic et réussir à le contester ou flopper, comme tu l'as dit. Mais après, ouais, c'est pas le premier joueur sur qui je vais taper parce que je l'ai quand même trouvé. Au moins, il était dans l'impact physique et au moins, il se donnait à fond pour empêcher le canon 6, ce que j'aimais. Après, en attaque, là, c'est sûr que c'était moins bon. On l'avait vu au Game 2, on en a encore vu sur celui-là. Les drives de Lou Dort, vraiment, je n'en veux pas. Je ne veux pas de drive de Lou Dort, je veux juste le voir prendre des tirs ouverts à 3 points. Ou alors, si c'est un drive pour se remettre en place à 3 points, ça me va. Mais encore ceux-là, ils étaient moins pires qu'au Game Ouais, 2. ça a été au niveau des Mais drives, je trouve, celui-là. il y en a quand même eu un ou deux où j'étais là, non, vraiment, je veux pas. En fait, c'est surtout quand je le vois poser la balle par terre et que je le vois aller dans la raquette, j'ai vraiment pas envie de voir ça. Mais oui, c'est sûr qu'il peut faire mieux, mais ça pourrait être largement pire, je pense. Ouais, ouais. En fait, moi, je reproche pas à Lou Dort de pas être physique. C'est dur de lui dire de pas être physique, mais on va C'est dire son que jeu. C'est son je, jeu. je pense que de l'autre côté, enfin, disons que si vous êtes fan de Casey et que Lou Dort est de l'autre côté, enfin, il joue pour l'équipe d'en face, je pense que pour le coup, on serait Ah beaucoup oui. plus critique de Lou Dort et de sa physicalité et du fait que, voilà, on va dire que encore une fois, on lui laisse passer beaucoup de choses. Et auquel Luka Doncic peut frustrer parce qu'il est toujours à se plaindre. Autant il y a des situations où il est en mesure, on va dire, ou en tout cas il a raison de se plaindre. Mais voilà, sur Lou Dort, cadenassé un petit peu au Game 1, franchement, il était plus sobre que ce qu'il était sur le match 2 et sur le match 1. Même s'il avait eu des problèmes de faute, il avait moins joué aussi. Il me semble qu'il doit jouer 25 minutes sur le Game 1, là où il joue quasiment 40 sur le Game 2 et sur le Game 3. Aussi parce que OKC n'a pas vraiment de solution à mettre à côté. Enfin, il joue 30, ouais, c'est ça. Il joue 26 minutes au Game 1, il joue 33 minutes au Game 2 et là il joue 40 au Game 3. Mais il termine avec 5 fautes et 6 fautes sur les 3 matchs, donc il mériterait un petit peu à se cadenasser. Mais voilà, c'est pas sur lui que j'ai forcément le plus envie de taper, même si j'ai un peu râlé dessus. C'est juste que je suis un peu frustré quand je vois le premier tour de l'Odor de me dire calme. Mais on va parler de celui qui est beaucoup dans le dur sur cette série. On va parler de Chet. Première mi-temps défensive, quand il prend pas l'air, enfin, quand il prend l'air bon, exceptionnel. Il termine avec 4 contre, Excellent. la protection de cercle absolument excellente.
Je trouve il s'est un peu noyé dans la masse, en deuxième mi-temps. Je l'ai moins vu en tout cas dominant en deuxième mi-temps, aussi parce que les situations étaient peut-être un peu moins à son avantage. Dallas allait peut-être un peu moins au cercle, ou alors tu avais des mi-distances de Kyrie sur du 1 contre 1, tu avais du 3 points de PJ Washington. Donc moins de situations, on va dire, où il pouvait se mettre à son avantage. Il y a cette situation où, comme je l'ai dit, le 3 points de Tim Hardaway, pour finir, le troisième quart, où il sort pas sur lui, je sais pas si c'est lui ou Gordon Hayward qui doit, sortir, mais toujours est-il qu'il y a un manque de communication entre les 2. Ça donne un 3 points. Bon, encore une fois, dans un match serré, 3 points comme ça, eh ben, ça coûte cher. Je trouve qu'il me paraît quand même un peu, emprunt physiquement, notamment au lancer où je trouve qu'il prend beaucoup de temps avant de prendre son lancer, et pour moi, c'est soit un joueur qui est pas forcément en confiance, soit un joueur qui est pas, forcément dans des conditions physiques, on va dire, optimales. Mais après, il y a quand même un manque de disons il tente que 9 tirs, il tente, 0 sur 2 à 3 points. Je sais pas à combien il est % sur la série, mais ça doit être difficile, et je sais plus, je crois que tu en as parlé déjà, dans l'épisode, mais voilà, il est à 1 sur 6 au game 2 à 3 points, 2 sur 5 au game, 1. Donc ça fait, 3 sur 13 sur la série à 3 points. Je trouve que c'est difficile en fait. L'attaque du Thunder pourrait se débloquer si, Chet venait à sanctionner potentiellement sur pick and pop. Mais comme il ne sanctionne pas et que c'est quasiment un non-facteur en attaque, hormis sur ces situations de pick and pop, voilà, on l'a trouvé, J-Dub l'a trouvé une fois sur un lob, mais finalement sur pick and roll, il n'est pas tant utilisé que ça. Je le trouve assez transparent dans le jeu offensif et ça n'aide pas à trouver, enfin, ça n'aide pas à débloquer cette attaque un peu bouchée, lors du match 2, du match 3. Donc voilà, je trouve quand même que globalement, sur Chet, encore une fois, une très bonne prestation défensive. Heu, Difficile de critiquer vraiment son apport défensif sur cette série. Mais par contre, en attaque, c'est difficile encore une fois de demander à des sophomores, de demander à des rookies de faire mieux. Mais au moins Chet d'être sur ses standards de la saison régulière en attaque, pas forcément de tenter 50 tirs, voilà, d'envoyer des grands turnaround fade away à la Dirk, mais au moins de peser un peu plus dans le jeu offensif, là où je trouve que ouais, hormis ce dunk, potentiellement enfin, hormis ce dunk où J-Dub lui envoie une situation dans le 4e quart où il me semble qu'il met un lay-up sur un rebond offensif, j'ai pas souvenir d'action vraiment impactante de Chet en attaque. Ouais, complètement d'accord. Ouais, il a mis des points sur des putbacks, mais c'est vraiment pas des situations où on le retrouve comme sur du pick and pop, comme tu l'as dit. Et c'est un truc dont on avait parlé, je me rappelle plus, je crois que c'était après le game 1 contre les Pels. On avait dit que si Chet Holmgren, bon après il y avait Valanciunas en face, donc c'était plus simple, mais si Chet Holmgren est bon offensivement, ça va complètement débloquer les espaces et l'attaque du Thunder. Et, et c'est encore le cas, en tout cas, contre les Mavs. Donc déjà, défensivement, comme tu l'as dit, il n'y a rien à dire. Son defensive rating est de 100 quand il est sur le terrain. Il est de 119 quand il n'est pas sur le terrain. Ouais. Donc vous avez un petit peu une vision globale de l'impact défensif de Chet sur la dissuasion. C'était du grand n'importe quoi. Enfin bref, du Chet au defensive team. Mais c'est sûr qu'en attaque, là, ouais, c'est complètement transparent. Après, il y a vraiment des actions où il n'est pas trouvé, alors qu'il est démarqué et qu'il est dans une position préférentielle. Voilà, il y a Shea comme on l'a dit quand on a parlé de lui, a manqué, a pas ouvert bien les yeux pour trouver Chet. Mais de toute façon, c'est un truc qui doit être discuté, où il doit vraiment appeler la balle et lui dire je suis là, donnez-moi la balle, quoi. Mais c'est sûr qu'on ne se sent pas en confiance, en tout cas. Même sur ses tirs à 3 points, il fait un airball. Enfin, Mmh. tu vois, ça sent le manque de confiance offensif. Et même quand il reçoit la balle, il a reçu quelques fois la balle. Bah, la première action du match, Il se fait il contrer, joue, ouais. il se fait contrer. Tu sens vraiment qu'il n'est pas en confiance et qu'il en a besoin. Maintenant, est-ce qu'il est capable de step up offensivement? Face à cette défense des Mavs, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et comme tu l'as dit, c'est difficile de demander ça à des rookies, à des sophomores, mais bon, à un moment, c'est eux les patrons de l'équipe. On n'a pas le choix d'avoir des attentes sur eux et on n'a pas le choix de leur demander euh, de, de step up offensivement ou défensivement, ça dépend pour qui. Donc oui, forcément, Chet, 9 tirs tentés, c'est pas du tout assez. Même des lancers francs, il peut plus en provoquer et plus en mettre, comme tu l'as dit, parce il est pas non plus en confiance sur ses lancers francs. Non. Donc c'est sûr que offensivement, c'est inquiétant. On a déjà vu ça au cours de la saison. Et ouais, va falloir qu'il step up un petit peu
comme J-Dub en tant que troisième option et ça passera forcément par lui si l'attaque venait à être beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus de mouvements et beaucoup plus de paniers faciles. De paniers faciles. Voilà. Oui, et puis aussi, enfin, je me demande à quel point il est court sur ses tirs aussi parce que défensivement, il y a 48 minutes au poste de pivot du côté de Dallas et du coup, la physicalité et l'intensité physique des Mavs, il en donne peut-être beaucoup de cet aspect-là du terrain. Et de l'autre côté, c'est un peu plus dur, mais Dissuasion, il termine à 4 contre, mais si Shea termine à 5, c'est parce qu'il y en a 3 où Chet lève les bras et où Shea vient derrière aussi pour contrer. Donc, Non, mais en termes de dissuasion, c'est un il a truc de été, marteau. il a été, ouais, vraiment, il a été, enfin, la première mi-temps, et jusqu'au dans le troisième quart-temps, encore une fois. Les 3 premiers quart-temps de Shea sont quasi impeccables. Encore une fois, c'était le meilleur joueur du match, avec beaucoup de responsabilités, mais il a failli dans tous les sens. Mais sur le rating, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que Jayin, autant sur le game 2, j'avais beaucoup aimé son apport. Euh, Là, je trouve que sur le game 3, il a beaucoup plus souffert, notamment défensivement. Il a été beaucoup plus axé. Même globalement, défensivement, on n'en a pas trop parlé, mais sur le PJ Washington game, pourquoi il y a 3 PJ Washington game aussi parce qu'on n'a personne à mettre sur lui. C'est encore une fois un défaut que moi j'avais soulevé tout au long de la saison, c'est cet ailier de grande taille, tu l'as pas, donc du coup tu te retrouves à faire défendre Shea sur PJ Washington, ou alors parfois c'est Wiggins, mais c'est que des joueurs qui lui rendent de la taille, c'est que des joueurs qui lui rendent des qualités athlétiques, parce que tu es obligé d'avoir J-Dub sur Kyrie, tu es obligé d'avoir Dort sur Luka, donc tu n'as pas ce profil en fait qui est capable de le défendre. Presque un manque de taille, mais en tout cas, disons que tu peux pas mettre Chet sur PJ Washington et mettre l'intérieur adverse de Dallas, enfin mettre, je sais pas, Josh Giddey sur l'intérieur adverse de Dallas, c'est pas possible. Donc il y a un vrai problématique de tu n'as pas le personnel défensif, en tout cas tu n'as pas le profil défensif pour pouvoir défendre PJ Washington correctement. Ça, plus le fait que tu aides beaucoup encore une fois dans la raquette et que tu doubles pas mal sur les situations de pick and roll font que il est à droit à 3 points et en plus de ça, il est lancé en mouvement sur certaines situations. Rien à rajouter. De toute façon, c'est les problématiques qu'on a soulevées tout au long de la saison, hein. Mm. C'est cette accumulation d'aide dans la raquette qui ouvre les shooters à 3 points et ce manque de taille. De toute façon, on en a parlé aussi dans la preview. On savait que les Mavs étaient plus physiques que nous et on avait très peur de se faire dominer physiquement. Bah là, tu sens que PJ Washington, il profite parfaitement de ça. Et tu regardes tous les drives qui marquent. Il y a très peu de fois, il y a Chet sur le terrain. Beaucoup de Mm. fois, c'est Dean qui est dans le cercle et qui n'est pas un protecteur de cercle et qui peut rien faire face à lui, qui est très long et qui va très très haut et qui du coup peut finir. Il a beaucoup fini sur des espèces de tirs drop, des petits Ouais, les flotteurs petits flotteurs, là, ouais. à 1 ou 2 mètres. Donc ouais, ça c'est une vraie problématique aussi. Et qu'on va pas pouvoir forcément régler. On va pas donner la potion de Space Jam à la mi-temps pour faire grandir nos joueurs. Mais ça sera toujours de toute façon dans l'impact physique, donner plus d'impact, essayer de remporter ses duels pour donner moins d'aide et bloquer le plus possible les lignes de drive et les shooters à 3 points. Ouais. Après, s'il pouvait arrêter d'être à 54% à 3 points sur la série, ce serait quand même Ça pas mal. serait bien, ça serait Et bien. Josh Green qui est à 44% aussi sur la série, c'est globalement les deux Magnifique, qui font un magnifique. petit peu mal. On va faire un petit peu une ouverture, encore une fois, telle une dissertation au collège. On va se projeter sur le Game 4 qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi. Il me semble que c'est aussi à 3h30 du matin. On va reprendre les bonnes habitudes des horaires bien horribles pour les matchs. Charlie, match 4 entre OKC et Dallas, c'est quasiment un do or die game, hein. C'est-à-dire que OKC se doit de remporter le match, sinon tu te retrouves mené 3-1 face à Luka Doncic, face à Kyrie Irving. On sait que Kyrie Irving est en 13-0 sur les matchs où il peut close out une série, donc il va pas être en 13-3, hein, globalement. S'il y a 3 opportunités pour close out une série, il va close out la série. Donc, OKC se doit de remporter le match 4, un peu comme Pierre m'avait demandé à la fin du match 2. Est-ce que tu es confiant sur la capacité d'OKC de réagir malgré le momentum largement en faveur de Dallas, malgré le match à l'extérieur, pour récupérer l'avantage du terrain et ramener tout ce petit beau monde sur une série au meilleur des 3? Je dirais pas confiant, mais je vais dire que j'y crois. Parce que, en fait, j'étais confiant après le game 2. Je me suis dit,
voilà, les Mavs, ils ont marqué beaucoup de 3 points, on va se remettre, on va apprendre de nos erreurs dans le Game 3. C'est vraiment l'inverse qui s'est passé. On a été, pour moi, limite pire à faire des erreurs de poussin dans ce match 3. Donc, je peux pas dire que je suis confiant pour ce Game 4, mais ouais, je vais dire que j'y crois. Je pense quand même que OKC a de la ressource en vrai mentale pour aller remettre un petit peu les pendules à l'heure et effacer un petit peu les erreurs de ces Game 2 et ces Game 3. Et cette fois, prendre ce match alors que les 2 matchs derniers, tu pouvais littéralement en prendre un. Maintenant, va falloir, on va voir qui est qui. Hein, les leaders vont devoir step up. Hein. Coucou Jaden, coucou Chet, on en a beaucoup parlé dans le podcast. Et ouais, comme tu l'as dit, c'est pas un win or go home, mais vraiment pas loin. Vraiment pas loin parce que là, si tu es mené 3-1 face à ces Mavs, je vois pas comment tu peux remonter. Donc, c'est l'un des matchs, si ce n'est le match le plus important de la saison, avec en tout cas le plus de pression sur les épaules de Casey. Voilà, pendant la saison régulière, déjà c'était de la saison régulière, donc tu as forcément moins de pression qu'en playoff. Mais en tant que first seed, mené 2-1, jouant à l'extérieur, tu te dois de sortir une bonne performance et de rentrer à la maison à 2-2. Et si tu le fais pas, ça peut signer la fin de cette belle saison d'OKC, mais ça serait sur un goût amer. Mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Je me dis que on va rentrer à la maison à 2-2 et je crois en notre résilience, qu'on a montré en tout cas sur le long de la saison. Du coup, je vais te demander un prono, puisque tu es si fort en prono. Je te mets on the spot. Est-ce que pour toi, ça revient au Game 5 à 2-2? Ouais, ça revient au Game 5 à 2-2. Ça revient à 2-2? C'est séquencé. 4-2 Quand je... 4-2 OKC, j'ai pas oublié Ouais, mon voilà. prono. N'oubliez pas, quand je vais devoir me farcir le débrief du Game 4 où Charlie sera peut-être pas là, où je ferai dire bon alors 3-1 Dallas. Merci à tous pour la saison. Non, pour moi, très honnêtement, je pense que c'est la défaite qui me. Enfin, je l'ai envoyé à plusieurs personnes. Pour moi, c'est la défaite qui plie un peu la série. T'as Luka à 30%. Enfin, en fait, pour moi, t'as 2 matchs prenables. Que tu prends pas, et sur une série où c'est le premier à 4 victoires, ne pas prendre 2 matchs prenables, je pense que c'est trop. J'étais encore confiant après le Game 2 sur la capacité d'OKC de revenir à 2-2. Là, je pense que Dallas a quand même le momentum. En fait, j'ai peur de... Après, tu me diras, tu pourras jamais faire pire offensivement quasiment jamais pire offensivement que sur le Game 3. J'ai peur du blowout au Game 4. J'ai vraiment très peur du blowout au Game 4. Parce que Luka jouera pas pire que ce qu'il fait. Kyrie est en train de préchauffer. On n'a pas non plus énormément été sanctionné sur les situations de lob avec le PO adverse sur le game 3, les dunks, etc. Il y a des N1 où Lively il manque le panier tout seul. Il y a des alley-oops où il rate le panier aussi. Enfin, on aurait pu encore plus se faire sanctionner que sur les Mavs qui sont loin de faire un match parfait sur le 3. Et après, est-ce que j'y crois? Disons que j'ai envie d'y croire, mais mon côté pessimiste a un peu repris le dessus. Je suis assez déçu globalement de la série de Mark Denlow. Je trouve qu'il se fait quand même pas mal à coacher par Jason Kidd. Au-delà des rotations pures et dures qui pour moi sont un truc un peu gadget, ou disons on juge la capacité d'un coach sur est-ce que tu prends les temps morts quand il faut, ou est-ce que tu utilises les bonnes personnes. Je trouve que sur le manque de réponse à ce que Dallas est capable d'apporter pour verrouiller la raquette. Alors oui, il n'est pas aidé par les œillères que peut avoir chez potentiellement dans le 4e quart, mais je suis assez déçu sur ces ajustements, et je pense que sur ce match 4, lui aussi, on parle beaucoup du fait que les joueurs ont la pression, etc., mais lui aussi, c'est son match où il y a le plus de pression sur la saison, et ce sera à lui de s'adapter. J'espère voir des adaptations, même si voilà, il n'est pas aidé encore une fois par les œillères et par le manque de réussite de ses joueurs à 3 points. Mais non, pour moi, quitte à porter le malheur, je préfère dire que ça repart à 3-1 Dallas, faire le débrief du 4 en disant bon allez 2-2 et passer pour un con, plutôt qu'on soit tous les deux à dire Dallas revient à 2-2 et qu'en fait le débrief revienne à 3-1 et qu'on fasse fin de saison. On va arrêter là, on a déjà fait un long débrief.
On vous remercie pour ceux qui sont allés au bout. Normalement, on n'a pas eu trop de problèmes de son avec Charlie. Donc, on s'excuse au pire si vous avez eu un peu trop d'écho ou si vous avez entendu des gens passer. Mais merci à vous d'être allés jusqu'au bout. Encore une fois, abonnez-vous partout sur YouTube, la cloche, les petits pouces, les petits commentaires si vous voulez exprimer votre frustration au fait que le Thunder devienne petit à petit la franchise de PJ Washington. Abonnez-vous partout, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, les 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify. On se retrouvera donc mardi pour le débrief du match cast, en espérant que la série soit revenue à égalité. D'ici là, portez-vous bien. Il y a la loterie au moment où vous écouterez. On ne fera pas de live loterie pour la première fois. Les temps ont changé. Ok, ici est mené, mais les temps ont changé. Maintenant, c'est débrief playoff. Voilà. Puis rien ne va plus. Rien ne va plus. Voilà, tout a changé. Tout a changé. Non, rien n'a changé, tout va continuer la musique, mais bref, vous aurez compris l'idée. On se retrouve mardi. Portez-vous bien et puis salut. Salut tout le monde.